Bienvenue pour cette table ronde intitulée Ping-pong littéraire. Ping-pong littéraire avec le parrain du festival, Pierre Assouline, auteur du Nageur, et Daniel Bernard, journaliste, écrivain, homme de télévision, qui connaît bien toute l'histoire de Pierre Assouline, je crois. C'est à moi de parler. Merci François-Antoine. Bienvenue Pierre Assouline. Merci. Pour la 12e fois, pour la 3e fois, puisqu'on vous connaît ici. On a 45 minutes, je crois, devant nous pour évoquer ce roman. On va essayer de déborder sur les autres, parce que vous faites en fait une œuvre terriblement cohérente. Si on pense à la guerre mondiale, Sigmaringen, le paquebot, Lutetia, le nageur. Le nageur qui paraît en 2023, la veille des Jeux Olympiques, est-ce que c'est un heureux hasard ou bien est-ce que c'est un peu une stratégie disant on va donner à lire quand même les affres des Jeux Olympiques, les affres de la guerre? Non, c'est pas du tout une stratégie. Chez moi, il n'y a jamais de stratégie pour ce qui est des livres. Et puis, je veux dire, il est sorti en février 2023. C'est 1 an et demi avant les Jeux Olympiques. Mais comme on en parlait déjà depuis 4 ans des Jeux Olympiques. Oui, c'est vrai. Mais en revanche, de la part de l'éditeur, de publier l'édition de poche 1 mois avant le début des Jeux, ça, c'est une Voilà, stratégie. c'est pour ça que je l'ai acquise, pour montrer qu'en plus de ça, quand un livre paraît en poche, c'est qu'il a bien réussi dans sa grande Oui, version. oui, oui. Mais là, voilà, c'était l'idée de coller à la victoire souhaitée de Léon Marchand. Oui, Voilà, exactement. en quelque sorte. Alors on va parler de Léon Marchand, non, on va parler de vous êtes nageur Oui, mais enfin, attendez, vous prononcez, olympique. vous prononcez le nom de Léon Marchand, puis après vous dites vous êtes nageur, et je suis gêné là. Parce que c'est notre seul point commun, c'est qu'on est dans l'eau, mais c'est tout. Moi, Oui, mais que vous avez peut-être des valeurs communes, comme oui, celle non, d'Alfred Nakache, qui a non, non, nagé jusqu'à son tout dernier jour, oui, à 67 ans. à 67 ans, c'est très terriblement jeune quand on y pense, C'est jeune, de oui. nos jours. Oui. On Euh, va reprendre l'histoire par la fin. Cet homme-là est dans la 7, oui. on s'aperçoit qu'il est en difficulté, on va le secourir, il meurt. Tout le monde connaît Alfred Nakache. À 7, tout le monde le connaît. Enfin, il y a beaucoup d'endroits où tout le monde le connaissait, bien que c'était quand même un ancien héros. Enfin, c'était pas aujourd'hui même, avant que le livre paraisse, tout ça, les gens qui s'intéressent au sport, beaucoup ne connaissaient pas son nom. Vous savez, moi, je me suis rendu compte d'une chose en m'intéressant en particulier à un nageur en tant qu'écrivain, l'inculture des sportifs vis-à-vis de l'histoire du sport. Je connais même des nageurs professionnels qui ne connaissaient pas le nom de Nakache. En fait, c'est pas que, même sur le football, celui qui m'a fait comprendre ça, c'est Bernard Pivot, parce qu'on travaillait ensemble là, pendant des années, et souvent je lui disais, on va faire un numéro du magazine Lire sur sport et littérature. Ça. Il me disait, écoutez, si ça vous fait plaisir, on va le faire, mais on ne le vendra pas. Je dis, pourquoi? Il me dit, parce que les sportifs sont incultes. Alors ça, c'est la réputation. On va faire un lien sur votre autre passion qui est Hergé. Tous les sportifs dans les Tintins disent je suis content, mais j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Est-ce que c'est une caricature du sportif qui n'a rien à dire parce qu'on le prend juste après l'effort? Écoutez, les sportifs, quand on les écoute, alors après l'effort, c'est difficile parce que les pauvres, ils sont essoufflés, ils allaitent. C'est très difficile pour eux de parler. Donc, n'importe quel sportif, on le fait parler, même vous, enfin, même non sportif, peu importe, quand on vient de faire un énorme effort, on ne peut pas parler. Il faut les prendre au calme. Moi, je lis beaucoup d'interviews de sportifs. Franchement, c'est très décevant. Donc, il faut pas attendre grand-chose. Ce qui est le moins décevant, c'est par exemple quelqu'un comme Teddy Riner, le judoka, Oui. qui a un discours très construit, qui est vraiment intéressant, parce qu'il réfléchit à son sport. On sent le type qui réfléchit à ce qu'il fait et à son sport. Mais beaucoup d'autres, je ne vais pas citer de nom, hein. Non, Alors, notamment, alors si, je vais pas donner de nom, mais les footballeurs, c'est le niveau c'est le degré zéro de la pensée. Les footballeurs, c'est terrible. on n'est pas dans un jeu de Non, football ici, c'est non, du hockey. les players sont formidables. Mais, non, mais encore une fois, je cite Pivot.
Pivot connaissait les footballeurs Ah, beaucoup mieux que moi. oui, et c'est vrai qu'il n'y avait Ah, pas. mais il me disait toujours, mais n'y allez pas, ne leur posez pas de questions, ils ont rien à dire. On leur demande Alors d'en évidemment, avoir plus, surtout et de gagner des matchs. mais excusez-moi, dans le sport, il y a aussi l'intelligence du sport qui compte. La culture, non, mais l'intelligence du jeu. Un footballeur comme Mbappé est très intelligent, très intelligent. Oui, Et construire tout ce qu'il va faire, il va construire une carrière, mais construire du jeu quand on est dans l'action, ça relève de l'intelligence. revenons à Alfred Nakache. Alfred Nakache, vous avez, je dirais, presque des origines communes avec lui, c'est Ah oui, Constantine, même, oui, totalement. ma mère est de Constantine, est de Beaune, je suis juste à côté. Oui, Et donc, oui, oui, on a des origines communes, on aurait pu être cousins, disons, voilà, carrément. On a, ça va vous paraître dérisoire, on a en commun des saveurs, on a la même cuisine. La cuisine, c'est le pilier de la culture. Alors, en général, les gens vous disent, ah, la cuisine, ça va, quoi, des recettes. Non, c'est pas des recettes. c'est l'âme La d'un peuple. cuisine, c'est l'âme d'une famille et des traditions et de ce qu'on se transmet. Et moi, j'ai mangé, et je mange encore d'ailleurs, très souvent la même cuisine que lui. Parce que c'est des choses qui viennent d'Espagne, qui viennent du Maghreb, qui viennent de France. Tout ça, ça s'est mélangé. Et voilà, on a les mêmes goûts, les mêmes saveurs, parfois même les mêmes musiques. Oui, Ça compte, hein, oui, dans l'enfance. C'est ça qui crée l'enfance, ça compte. l'entourage familial, la mère, les tantes, La famille, alors, la famille. j'insiste là-dessus, en m'intéressant beaucoup évidemment à l'histoire du sport, mais oui, je m'intéresse aussi beaucoup au sport contemporain. Encore une fois, je suis croyant et pratiquant. Question sport. Donc, Question sport, donc là. question sport, oui, croyant et pratiquant, c'est-à-dire que vraiment, je m'intéresse aux sportifs et à leur discipline, mais aux sportifs eux-mêmes. Et il se trouve que le magazine Le Point m'a demandé pour les Jeux Olympiques un article sur Léon et Alfred. Léon Marchand et Alfred Bien Nakache. sûr. Alors, ils m'ont dit, j'ai dit, écoutez, c'est pas la même génération, c'est pas. Ils m'ont dit oui, mais Toulouse, tous les deux, les Dauphins du TOEC, qui est le grand club pendant très longtemps, qui est encore maintenant un des grands clubs de natation. Et c'est vrai que c'est la même matrice, c'est le même terreau. Alors j'ai accepté, j'ai fait ça. Bon, ben, il y a plein de points communs, mais il y en a un, et qu'on retrouve chez Teddy Riner et chez d'autres sportifs. À quel point la famille est importante. Nakache, à Paris, il était champion, multi-champion. Dès qu'il pouvait s'en échapper, il allait où? À Constantine, retrouver sa famille, se régénérer. Et la famille est importante. Pourquoi? Parce qu'elle est derrière, en permanence, le sportif, pour l'équilibrer, pour le pousser, pour le soutenir. Vous savez, Teddy Riner, bon, je ne vais pas vous donner son palmarès, mais partout où il y a dans le public un carré réservé à sa famille. Et les premières personnes qu'il va voir quand il gagne, c'est ça. Parce que dans sa famille, lui qui dit je ne crains plus personne au monde, puisque j'ai battu tout le monde, il dit toujours il n'y a qu'une seule personne que je crains au monde, c'est maman. Et elle est toujours là au premier rang, parce qu'elle l'engueule. Bon, ben, c'est intéressant. Fait penser au Sir Williams avec des parents qui tiennent. Oui, non, mais il y a plein Oui, d'exemples. J'en ai vu là pendant les Jeux Olympiques, enfin chez des escrimeurs, pas seulement des Français, hein, des escrimeurs, des nageurs évidemment. Je crois qu'il n'y a pas un sport qui y échappe. et où les gens disent quelles que soient les langues, my team, mon groupe, ma famille. Revenons à Alpha Nakash. Il nage quelle nage? Au début, il nage mal, a priori. Bon, oui, il fait comme nous tous, il barbote, hein. Barbotte, Il ouais. barbote au début, il barbote, mais lui plus que d'autres parce que il a donc 15-16 ans à la piscine de Constantine, il sait à peine nager, mais il y va, mais il a un atout sur tout le monde que tout de suite les entraîneurs de la Repère. piscine repèrent, c'est ses qualités athlétiques. Pour un garçon Oui, de 15 ans, la photo ici est ouais, mais là, magnifique, on y il est un reviendra. peu plus Oui, âgé, oui, mais pour un garçon de 15 ans, il est vraiment costaud. Il n'est pas très grand. Vous voyez, par exemple, Florent Manodou, oui, quand oui, on le mais voit, les Florent monstrueux, Manodou, oui. c'est un athlète inouï, il mesure 2 mètres, hein, 1,99 m. À côté, Léon Marchand, c'est Tintin reporter. Oui,
C'est vraiment un Oui, reporter, mais surtout, il n'est pas impressionnant du tout, Léon Marchand. Physiquement, franchement, on en connaît d'autres qui sont, enfin, si vous avez suivi la natation aux Jeux Olympiques, franchement, il y a les Américains, même des oui, Japonais Phelps, qui sont vraiment Smith. impressionnants. Oui, oui, Il y a vraiment la morphologie du nageur, hein, qui est un oui, peu comme ça, oui. type, oui. Euh, et quand vous voyez Léon Marchand à côté d'eux, vous avez envie de dire, ce n'est que ça, Léon Marchand. Oui. Puis une fois qu'il a nagé, Une fois qu'on compte les médailles. Lui, il a une nage particulière parce qu'il arrive au moment de Nakache, Nakash, pardon. Oui, oui. il arrive au moment de l'invention du papillon. De ce qu'on appelait à l'époque la brasse papillon, Voilà, qui était une seule nage, mais avec le mais avec ciseau des deux pieds. Oui, possibilités. Il a fallu attendre les années 60 une décision du CIO pour dire ce sont deux nages distinctes. Parce que c'est pas juste, parce que la brasse, c'est moins rapide que le papillon. Et donc, voilà. Mais dans les années 30, c'est un Allemand du nom de Braque qui a inventé ça, le papillon, et c'était autorisé au nom de la brasse, voilà, brasse papillon. Et dès que c'est apparu, l'entraîneur de Nakash, Alban Mainville, qui était le grand entraîneur de son temps, lui a dit, il y a une nouvelle nage qui te correspond parfaitement, parce que c'est une nage très athlétique. C'est vrai que c'est très difficile, hein. Même quand on sait nager, on peut savoir nager la brasse, le crawl, le dos sans problème. Ben, le papillon, oui, c'est il faut la pure pouvoir. ondulation, elle est brava. Voilà, il faut pouvoir parce que c'est déjà donc le mouvement de bras est très athlétique, mais ensuite vous avez l'ondulation du dauphin. C'est pas en ciseau, donc c'est Oui, oui, oui. l'ondulation du dauphin qui permet de propulser. Si vous voulez, le secret de Léon Marchand, enfin l'un des secrets, mais le principal, c'est qu'il passe plus de temps que les autres sous l'eau. Alors, vous savez, il y a une règle absolue, on n'a pas le droit au départ de nager plus de 15 mètres sous l'eau. Oui. Parce que sous l'eau, contrairement à ce que les gens croient, on va plus vite que sur l'eau. On va plus vite. Eh ben, son secret à lui, c'est que une fois qu'il a plongé, et que, comme tout le monde, hein, Il doit il sortir, plonge, peut-être. non, mais il plonge comme tout le monde, et comme tout le monde, ils font l'ondulation du dauphin sous l'eau, parce que c'est ce qu'il y a de plus rapide. Mais la plupart s'arrêtent assez rapidement. Lui s'arrête à 14 mètres 80, juste avant que ce soit Ah, illégal, oui, oui. interdit, parce que on est disqualifié, hein. Bien sûr, bien Eh sûr. bien, comment il y arrive? Moi, stupidement, je pensais qu'il comptait les carreaux Oh, ça peut. au fond de la piscine. C'est pas du tout. Il y arrive parce que il compte le nombre d'ondulations. Mais il le compte, je veux dire, à la seconde près, hein, au millième de seconde près. C'est très. Et ça fait qu'il ressort de l'eau devant tout le monde. Alors Mais à la oui. limite, tout le monde le sait. Tous les entraîneurs le savent. Mais tout le monde n'est pas capable de le faire. Et pourquoi tout le monde ne le fait pas? On va faire un saut rapidement parce qu'on a 45 minutes devant nous et le temps passe à une vitesse olympique. Les Jeux olympiques, c'est les premiers Jeux olympiques, puis les seconds, 36. Non, c'est les premiers, ça. Ce sont ses premiers Ce jeux. sont ces Oui, premiers ah oui, Jeux. c'est ça. Parce qu'on pense, si on pense à Marchand et Ah oui, pardon. 1924-2024, euh, chose particulière, il est juif, c'est le nazisme. Berlin. On sait que les Américains n'ont pas mis de juifs dans leurs Si. sportifs. Alors, pas tout à fait, hein. Parce que c'est Jesse Owens, enfin, j'ai lu des choses contradictoires là-dessus. Mais vous qui êtes Non, spécialiste, non, spécialiste. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour pas les plaire. les Allemands ont demandé aux délégations du monde entier Merci de ne pas. ne mettez pas d'athlètes juifs parce que nous-mêmes, on interdit, enfin, l'Autriche et l'Allemagne interdisent qu'il y ait des juifs parmi les délégations de, de sportifs. La majorité, si ce n'est la totalité des délégations ont répondu, écoutez, nous, on n'a pas de loi raciale, nous ne sommes pas concernés par votre problème, on met nos meilleurs sportifs dans nos délégations, c'est tout. Et puis là-dessus, la veille de la course d'athlétisme du 100 100 mètres, mètres, Jesse Owens. Avery Brundage, qui était le chef de la délégation américaine, qui était nazi, un nazi américain, Oui, comme Ford, comme comme beaucoup de Ford, gens. et voilà. Brundage vient voir la délégation de son pays. Il dit, écoutez, on ne va pas créer d'incident diplomatique. Si vous voulez bien, on va retirer les athlètes juifs. Il y en avait deux coureurs.
Et à ce moment-là, les athlètes disent, attendez, Juste. c'est les 2 meilleurs temps. C'est les 2 meilleurs temps, on va pas s'enlever ça. Il dit, écoutez, c'est comme ça, c'est moi qui décide. Il l'a fait parce qu'il était nazi, hein. Euh, et à ce moment-là, on lui dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Ben, vous prenez les 2 temps qui viennent juste après les 2 meilleurs temps, dont exit les deux coureurs juifs, et les 2 suivants, ben, c'est 2 noirs. Ce qui pour les nazis, c'est pas terrible non plus. Alors ils ont dit, bon, ben, les noirs, de toute façon, c'est une sous-race, c'est ce qu'ils disaient. Et là-dessus, il court, et Jesse Owens gagne magnifiquement, parce que c'était magnifique. C'est pas seulement qu'il a gagné, hein. Oui, c'est C'était des absolument images sont sur magnifique. Il gagne. Et là, Hitler décide de ne plus assister aux compétitions parce qu'il dit, je n'ai pas organisé les Jeux pour des Olympiques sous pour pour voir brut hommage. des races dégénérées, juifs, noirs, etc., voir des races dégénérées gagner ces Jeux. Et Alors que Jesse Owens étreint son homologue allemand, etc. Ça, c'est une partie de la carrière contrastée de Nalfa Nakash. Il fait des temps, il réussit des choses. non, quand ils vont, quand la délégation de natation est constituée avec Nakache en premier, parce qu'il est champion de France Ouais. depuis des années, hein. Ils y vont et Nakache donne une interview, ils disent, attendez, on va pas à Berlin pour gagner, on va à Berlin pour être présent, et on y va surtout pour empêcher les Allemands, les nageurs allemands, d'être devant nous, pour les empêcher d'aller sur le podium. Parce que les meilleurs nageurs, c'était ni les Français ni les Allemands à l'époque, c'était les Japonais et Donc, c'était les Américains. Donc voilà, il a dit ça partout. Évidemment, pour sa publicité, après, c'était pas terrible, parce que les Allemands vont s'en souvenir. on découvre une autre chose dans votre livre, c'est le fameux salut nazi, et vous nous expliquez qu'en fait, non, c'est Pélas hein, qui vous a Mais dit le ce salut. problème, c'est C'est que fort. quand il y a eu le défilé, vous avez regardé les Jeux Olympiques, hein, Ouais. il y a le défilé au début. Ça a lieu, alors ça n'a pas lieu sur la scène, hein, parce que c'est une C'est fois, ça c'est une fois dans la vie oui. de Il pleut sportif, des où torrents, ouais. sous la pluie, et tout ça, sous la neige. Non, ça a lieu donc Dans le dans stade. le grand stade construit à Berlin à cette occasion. Et là, évidemment, toutes les délégations défilent. Et quand c'est la délégation allemande, c'est le délire parce qu'elle défile le bras tendu en passant devant les officiels. Et puis ça se calme. Il y a les délégations qui défilent. Et quand c'est la délégation française, le délire recommence. Pourquoi? Parce qu'ils défilent en tendant le bras. Et pourquoi ils tendent le bras? Parce que c'est le serment olympique tel que Coubertin a créé. C'est pas du tout un salut nazi. Et ils avaient toujours fait ça avant. C'est un serment olympique hérité des traditions grecques, romaines, etc. Euh, et donc, ça crée un malentendu, mais le stade n'est pas au courant de ça. Donc tout le Et monde donc, dit c'est et bien en donc tout français. le, tout le stade allemand, toute la population Acclame. acclame les Français en disant c'est magnifique, ils sont de notre côté. Mais à la suite de ça, les Français vont abandonner le salut olympique à cause de Oui, ça. parce que ça pose la confusion. À l'époque, il a un concurrent, Jacques Cartonnet, et le livre commence par cette fameuse réplique, si je le revois, je le tue. C'est celui qui va le dénoncer. Oui, Pour, pour aller vite, pour moi, il c'est n'y a que aucun doute. Oui. pour vous, il n'y a aucun doute, Il le n'y a doute aucun doute. persiste. Alors, il y en a qui me disent, est-ce qu'on a la preuve? Il manque, j'ai vu tout son dossier de police, hein. Donc Jacques Cartonnet, en 2 mots, Jacques Cartonnet, c'est un très grand champion français, Grand noceur, 5 ans de plus que Nakache, physiquement de l'opposé, 2 mètres, blond, les yeux bleus, la peau blanche, un arrière parfait. parfait. Et puis donc le contraire de Nakache qui est rablé, très costaud, Renaud, qui a les cheveux crépus, qui a la peau mate, qui a le nez épaté. Et plus tard, ses amis diront Alfred, il faut imaginer la démarche de Charlie Chaplin et le rire d'Henri Salvador. Bon, ben voilà, c'est ça. Donc le contraire de Cartonnet qui est froid, qui est hautain, qui méprise les autres nageurs de l'équipe de France, le contraire. Et en plus, l'un sera dans la résistance, l'autre sera fasciste, milicien. J'ai vu son dossier de police, j'ai lu le dossier d'instruction du juge de la Libération, qui a eu un procès cartonné par contumace.
il s'était sauvé. Et c'est accablant. Il manque qu'une seule chose pour être sûr, ses aveux. Mais il n'a jamais été traduit. Enfin, il a été condamné à mort par contumace. On l'a jamais retrouvé. Donc, les aveux, ben non. Entre-temps, Alfred Nakache s'était marié, il avait une fille, mais ils sont déportés. Premier lieu de déportation, Auschwitz. Et là, ça fait penser au film de Yann Pakula, lorsqu'on demande à Meryl Streep de choisir entre son fils et sa fille. Le choix de Sophie. Exactement, Sophie's Choice, où on demande à la mère, le garçon et la fille. Il n'arrive pas à ça, Alfred Nakache, mais il est séparé de sa femme et de sa fille. Ben oui, parce que ben, la sélection se fait dès la descente C'est terrible. Ouais, du ouais. train. Et l'officier reconnaît tout de suite, l'officier SS reconnaît tout de suite Nakache. Il faut imaginer, la photo de Nakache, elle est dans les journaux pendant toutes les années 30, hein, français, allemands et autres, hein. Il est très populaire, très très connu. Donc tout de suite, il l'identifie, il dit celui-là, on va s'occuper de lui. Donc file de droite. Et puis sa femme, file de gauche avec la petite. Et des déportés qui portent les bagages viennent voir lui disent à l'oreille, lâchez la main de la petite. Elle comprend pas. Elle dit non, c'est ma fille. Non, mais lâchez la main de la petite. Parce que eux, qui sont là depuis des mois, ils savent que une enfant, on n'en veut pas, sauf exception. Et donc, ça condamne la mère, qui veut pas la lâcher. Elle aurait confié sa petite à une vieille dame, elle aurait eu la vie sauve, parce que pendant ce temps-là, Nakache dit à l'officier SS, euh, ma femme, c'est une athlète c'est une athlète de haut niveau. Elle peut travailler comme moi. C'est vrai que sa femme était championne de France de natation féminine. Elle était capitaine de l'équipe de water-polo comme lui. Donc voilà. Et il comprend pas ce qui se passe. Il faut quand même imaginer, hein, quand ils arrivent à Auschwitz, ils savent pas du tout où ils sont. Nous, on sait, hein. Des nuits après 3 jours debout, enfin, vous racontez ça. C'est déjà l'horreur avant d'arriver. Mais nous, quand on parle de tout ça, on sait de quoi il s'agit. Et les Eux ne gens, savent pas. quand ils savent rien, rien, ils n'ont aucune idée de l'endroit où ils sont. Ils savent pas qu'ils sont en Pologne. Ils savent pas ce qu'est un camp de concentration, qui est un camp d'extermination, en fait. Vous donnez des chiffres, c'est là où vous êtes un journaliste de la précision. 5% des Juifs ont échappé à la mort. On pense évidemment à Léon Blum, on pense à Marcel Dassault, à la toute fin, c'est Alors, 44. ah oui, faut préciser, hein. Oui, oui. 90% des gens qui ont été déportés à Auschwitz n'y sont jamais entrés. Ils ont été gazés le premier jour, dans les premières heures. Ce que Nakache ignore, hein. Pendant 1 an et demi, il va croire que sa femme et sa fille sont vivantes. À part ça, il y a 3 camps à Auschwitz. C'est un complexe industriel immense. Il y a Auschwitz 1, où on travaille, mais on travaille à porter des sacs de ciment et des rails et tout ça, à mourir. Auschwitz 2, qui est Birkenau, ça c'est les chambres à gaz, et Auschwitz 3, qui est Monowitz, qui est la construction d'une usine de caoutchouc très importante pour le Reich. Euh, à part ça, il faut bien voir une chose, vous avez cité des noms, Léon Blum, Marcel Dassault, ils sont à Buchenwald. Oui. Que vous Buchenwald, dites, c'est 5 étoiles à côté. c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et même à l'intérieur de Buchenwald, les deux noms que vous avez cités n'ont pas le sort commun. Ils sont deux privilégiés. Il se trouve que j'ai écrit la biographie de Marcel Dassault. C'est pour ça Voilà. que je vous Et, cite. Marcel Dassault, quand il arrive à Buchenwald, il a 40 ans et il est malade. Il a une bronchite. En principe, quelqu'un comme lui, 40 ans, bronchite, chétif Oui, et souffreteux toute sa vie, il en a pour une journée. Mais dès qu'il arrive, la résistance communiste française de Buchenwald le repère, ils le connaissent bien. Beaucoup sont d'anciens ouvriers de chez Bloch oui. et beaucoup ont fait grève contre lui pendant des années. Donc ils savent parfaitement qui c'est. Ils décident de le sauver par intérêt personnel, bien sûr. Ils pensent à l'après-guerre. Et donc, tout de suite, on lui met un, un colosse de 20 ans avec lui, un terroriste breton, comme il disait lui-même, de la résistance,
qui va le protéger. On lui procure un manteau, une écharpe, Oui. et, et pendant un an, il a ce régime privilégié au sein du camp grâce à la résistance communiste. Quant à Léon Blum, c'est encore autre chose. Il faisait partie des déportés protégés parce qu'on voulait en faire une monnaie d'échange. Et Hitler a fait kidnapper en quelque sorte un certain nombre de personnalités françaises et étrangères, hein. Des princes allemands, des nobles britanniques et puis des personnalités françaises, pour les avoir sous la main en disant si jamais ça tourne mal, on en fera une monnaie d'échange pour notre liberté, pour partir. Et donc Léon Blum est déporté à Buchenwald, mais pas à l'intérieur de Buchenwald. Il va passer un an et demi dans une petite maison de 2, 3 pièces qui est collée à la porte d'entrée de Buchenwald, mais à l'extérieur. Donc il n'a pas le traitement des autres, ce qui est quand même, bon, c'est pas non plus une villégiature, hein, d'être là. Mais voilà, il n'est pas soumis au travail, il n'est pas soumis à. Alors Alfred Nakache, il va survivre face à la déportation. Qu'est-ce qu'il fait Et il va survivre à Auschwitz, à Buchenwald, et entre les deux, à la marche de la mort. C'est quand ce qui est même. effrayant? Oui, alors est-ce que sa constitution athlétique a pu aider? Après un an d'Auschwitz, quand il va être dans la marche de la mort, Il est taillé comme une allumette. voilà, quand il est parti de Toulouse, il pesait 85 kilos de muscles. À ce moment-là, il pèse 42 kilos. Alors la constitution athlétique, vous savez, ça dure pas. Les muscles, Ça se si dit, ça n'est pas travaillé, et donc alors, il y a un maître mot que vous n'aimez pas du tout, qui vient de l'anglais. Le mot qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, c'est la résilience. c'est pas que je l'aime pas, c'est que je l'utilise pas volontairement parce que c'est anachronique, Absolument. parce que c'est un mot Qu'on ne connaît pas à l'époque, oui, qu'on n'utilise pas. C'est un mot anglais, resiliency. absolument. Le seul Français qui en parle dans les années 30, c'est Paul Claudel, le poète, diplomate. Il est à New York après la crise de 29, et dans son journal, tel qu'on peut le lire là, dans son journal, il écrit: les Américains sont incroyables, ils ont vécu la crise de 29, le krach boursier, on les a vus se balancer Enfin, par la fenêtre, et ceux qui sont rescapés de tout ça, eh ben, ils ont rebondi. C'est ça le terme, ils ont rebondi, et ils appellent ça resiliency. C'est-à-dire revenir, oui, oui, revenir parce que pour plus fort. Nakache, vous, ce serait plutôt le vouloir vivre. Alors là, c'est Schopenhauer, c'est autre chose. C'est qu'il y a une volonté plus forte qui fait que la personne traverse les épreuves. Oui, oui, c'est une volonté, mais cela dit, c'est irréductible à une explication. Parce que quand il revient des camps et qu'il se rend compte que sa femme et ses filles ont été assassinées, ce qu'il ignorait, c'est double peine, hein. C'est d'une part, lui, ce qu'il a souffert, et à part ça, la découverte de l'assassinat de sa femme et de ses filles. On a des témoignages de comment il a vécu ça. Il l'a dit lui-même. Ah oui, 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 il l'a dit, enfin il l'a dit, c'était très pudique, mais ses frères ont témoigné. Il y avait 9 frères, hein. Ils ont témoigné, ses amis ont témoigné, puis les nageurs, qui revient à Toulouse. Et les nageurs du TOEC étaient là pour l'aider. Tout le monde est là pour l'aider. Mais lui, il est en pleine dépression. Il est en pleine dépression. Il habite même chez les Janis, qui sont une famille de nageurs et de champions, membres des dauphins du TOEC. Pour pas le laisser seul. Tout le monde s'occupe de lui. Tellement il est aimé, parce qu'il est très populaire. On est en 1945. Et là, euh, il est au fond du trou, enfin, ce qu'on appelle une grave dépression. Et il y a un soir où il y a tout le monde qui est là, les amis, la famille. Un soir, son entraîneur, Alban Mainville, hein, le grand entraîneur, le prend à part, lui dit: Alfred, on va arrêter de s'occuper de toi, on va arrêter de t'embêter. À partir de maintenant, c'est entre tes mains. Moi, je te dis qu'une chose: si demain matin, tu ne reviens pas à l'entraînement, à la piscine, qui s'appelle d'ailleurs à ce moment-là la piscine Alfred Nakache, si tu ne reviens pas à l'entraînement demain matin et que tu ne prends pas l'entraînement comme avant, non seulement tu es mort pour la natation, mais tu es même un peu mort pour la société. Alors maintenant, c'est ton problème. À toi de décider. Électrochoc. Et là, Nakache lui dit: mais je ne peux pas revenir. J'ai trop honte.
j'ai le corps d'un petit garçon. C'est vrai que sur des photos que j'ai, il a des épaules comme ça à ce moment-là. Alors qu'en principe, il était comme ça. Il a des épaules comme ça. Il s'est un peu remplumé, hein. Il doit peser 55-60 Oui. kilos. Mais enfin, l'athlète n'est plus là. L'entraîneur lui dit, mais t'inquiète pas, tu vas reprendre un régime, ça va revenir. L'autre, il dit, mais j'ai honte, j'ai encore d'un petit garçon. Que vont dire les jeunes nageurs du TOEC? Ils vont dire, c'est ça votre Votre héros? héros. C'est ça votre champion? Bon, t'inquiète pas. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette nuit? Moi, j'en sais rien, mais personne n'en sait rien. Il a été chercher au fond de ses propres abysses, de ses propres ténèbres intérieures, une force de caractère, une volonté que tout le monde lui connaissait pour gagner des championnats. Tout le monde lui disait toujours il a une volonté incroyable de gagner. Il a été chercher là-dedans. Comment ça marche? J'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que le lendemain matin, Il était. il vient à l'entraînement, il s'entraîne 6 heures par jour. 6 mois après, il est champion de France. 1 an après, 2 ans après, il est champion d'Europe. Il va aux Jeux Olympiques de 48. 4 ans après, même un peu moins de 4 ans, Oui. il est aux Jeux Olympiques de Londres 1948. C'est le seul athlète, pas seulement nageur, athlète de très haut niveau qui a été sélectionné pour 2 Jeux Olympiques et entre les deux, qui a été sélectionné pour Auschwitz et Buchenwald. Mais ça, votre livre qui se lit vraiment comme un roman, ponctué par Qui les n'est noms pas un des villes, roman. oui, mais qui se lit comme un Ouais. roman, parce que c'est pas grave, c'est votre livre par Oui, ailleurs. c'est bon. Euh, vous c'est une manière palpitante, ville par ville. On aime ce nageur, on aime son destin, on se met à sa place. On l'aime parce qu'il est aimable. C'est quelqu'un de bien. Moi, je l'aime parce que c'est quelqu'un de bien. Mais dire ça de quelqu'un, ça peut paraître anodin, mais c'est rare, quelqu'un de bien. Ça court par les rues, hein. Et chez les sportifs, c'est rare. Des sportifs de haut niveau, dans toutes les disciplines, il y en a plein. Déjà là, aux Jeux de Paris, il y en avait plein. Oui. Il y avait les meilleurs de toutes les disciplines. Donc des sportifs de haut niveau, je dis pas que ça court les rues, mais ça court les Olympiades. Mais on n'est pas obligé d'être sympathique. C'est pas que sympathique. La différence entre Nakache, Teddy Riner, Léon Marchand et beaucoup d'autres, c'est les qualités humaines, c'est l'éducation, c'est les valeurs. C'est les valeurs, c'est le c'est mot les- que vous aimez bien, oui. Oui, je sais que c'est un mot qui vous fait tout de suite cataloguer comme réactionnaire, mais je m'en Oui, fous. oui, non, comme Pepper, on va dire, Bon. oui, oui. En France, Pépère? Oui, Oui, en Suisse, hein, mais pas en France. En France, il n'y a plus de Pepper. c'est un mensch, exactement. Oui. C'est un mensch, mais Pépère, c'est la version suisse. La France est très nerveuse et très crispée. Et tout de suite, quand je dis ça, oui, c'est tout juste. Si c'est pas, je suis pas fasciste, je m'en fiche parce que ça m'embête. Les valeurs, c'est pas politique. Les valeurs, c'est humain. C'est une question d'éducation. C'est une question de voilà, c'est quoi? C'est la loyauté, c'est la solidarité Qu'on a acquise dans la famille. par la famille, c'est la transmission. Voilà, Nakache, ce qu'il aimait le plus, vous savez ce que c'est? Apprendre à nager avec des petits. Ah ben oui, c'est. Comme ça, pour le plaisir. Et vous avez rencontré des nageurs qui ont été formés par Fred Nakache ou Non. on n'a plus maintenant Ah si, il doit y en avoir. Ah si, j'en ai vu une fois ou deux, oui. Enfin, je les ai rencontrés après, hein. Oui, oui, Quand mon livre est sorti, il se trouve que bon, j'ai fait beaucoup de rencontres comme celle-ci dans toute la France. oui. On m'a demandé, et comme des gens savent que je suis nageur et que j'adore ça, et que je nage si possible tous les jours, mais à un moment, j'ai arrêté d'aller faire des rencontres parce que je ne peux pas passer mon temps à faire ça. Et alors, leur argument, c'est de me dire, mais on vous invite, mais venez, venez, on a une très belle piscine. Ici, on a le lac, hein. Oui, vous avez le lac. Alors, donc j'ai fait beaucoup de choses dans les piscines, et des piscines historiques, hein, comme le Cercle des nageurs de Marseille, Oui. les Dauphins du TOEC à Toulouse, et d'autres piscines historiques à Paris. On va parler de cette dernière journée d'Alfred Nakache que tout le monde connaît, qui va nager comme tous les jours. Alors, avant de dire qu'il va Oui, nager, il faut préciser une chose. Donc, il nage dans le petit port de Cerbère. Cerbère, c'est à la frontière les espagnole, Espagnols, oui. hein.
et qui est une petite ville très mignonne, tout ça. Il l'aime bien parce qu'il y a une baie, il y a un petit port, c'est très agréable. Et évidemment, tout le monde le connaît. Il est tellement célèbre, tous les gens le connaissent. Ah, bonjour, monsieur Alfred, etc. Et les gens disent, c'est marrant parce que cet homme, il a des problèmes un peu cardiaques. Effectivement, c'est des problèmes hérités de la malnutrition dans les camps. Et c'est drôle parce que quand le problème cardiaque vient l'assaillir, c'est très sérieux. C'est quand même proche, c'est quelque chose relatif à l'infarctus, enfin bon. Et lui, qui est prof de gym, hein, à la retraite, mais prof de gym, de formation et de métier, il a sa façon à lui de régler le problème. C'est étonnant de découvrir ça. Il fait le poirier. Et donc souvent, on le voit à Sète ou bien à Cerbère, il se met tout d'un coup à faire le poirier dans la rue, sans même s'appuyer au mur, hein. Tout ça qui est très, Il là est, encore très baraqué. ouais. Et il fait le poirier pendant quelques minutes et les gens passent en riant en disant ah ben tiens, c'est encore Monsieur Alfred qui fait des siennes. Euh, Simplement là, le problème, c'est que il fait son kilomètre quotidien dans la baie de Cerbère en nageant. Et le symptôme apparaît. Et le symptôme le prend à ce moment-là. Et là, il n'est pas question de faire le poirier. Et il y a une crise cardiaque, le cœur s'arrête. Il y a des jeunes qui sont en bateau, qui le voient, qui le reconnaissent tout de suite, et donc qui vont le secourir, qui le ramènent au rivage, mais il est mort. On va tout de suite le considérer comme héros. Est-ce que la presse va, comme aujourd'hui, si on Oui, pense à Alain Delon, la presse va faire Alain Delon, excusez-moi, c'est Alain Delon. toute proportion gardée. À l'époque, il a été. Est-ce qu'on en a Oui, mais parlé autant? Alain Delon, il n'y a pas un acteur qui obtient ce que Delon obtient ce matin dans la presse française, qui est considérable. Donc à l'époque, c'est des entrefilaires. On dit Non, voilà, non, 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 quand même. il y a des articles, notamment il y a des pages dans l'équipe, hein, Ah bah oui. et à maintes reprises, puis là, dans toute la presse du Sud-Ouest, à la Dépêche du Midi, etc. Non, ça reste quand même, on est assez proche à l'époque de sa grande période, de sa grande époque. Non, il y a des articles un peu partout. Franchement, oui. Et aujourd'hui, quand on parle d'Alfred Nakache aux gens, on le connaît encore ou bien est-ce que votre livre va faire ressurgir son image? Alors, il y a mon livre qui fait qu'on en reparle. Il y a l'autre, le nageur d'Auschwitz. Alors, il y a un roman qui s'appelle Nageur d'Auschwitz. Et puis, il y a surtout la pièce de théâtre qui est sortie avant mon livre, qui s'appelle Sélectionné, avec le chanteur Amir, qui joue son rôle. Ah oui. Et cette pièce a beaucoup fait. Elle a tourné dans toute la France, hein. Elle a beaucoup fait pour la popularité retrouvée de Nakache. Merci Pierre Assouline. On arrive au terme de cet Déjà? entretien. Déjà, il y a peut-être un petit moment que l'on consacre à une question Oui, ou l'autre que des gens qui ont peut-être déjà lu votre livre ou qui vont le lire vont plusieurs, poser. Merci beaucoup. On peut plusieurs vous questions. applaudir déjà. Il y a un spécialiste de Pierre Assouline là face à nous. Jean, tu avais une question à nous poser? Alors écoutez, la seule chose à faire, c'est de suivre Pierre Assouline. Ah voilà, Madame, oui. Merci beaucoup pour cette présentation. je vous en prie. Et l'ouvrage, d'où lui vient cette force? Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est héréditaire, Non. de famille, et puis pourquoi est-ce que face à la même situation, certains sombrent et d'autres... C'est la rencontre de l'inné et de l'acquis. Vieux problème que tout le monde connaît. Enfin, pour moi, ça reste ça. Ce qui est inné chez lui, et que n'ont pas ses frères, hein. Il a 9 frères. Ils sont tous sportifs. Chacun à son niveau, hein. Ils sont tous sportifs. Mais ce qui est inné chez lui, qui est l'aîné, c'est la volonté, l'envie de gagner, la force physique. Parce que, bon, à 15 ans, il n'a rien fait de spécial pour être aussi costaud, hein. Donc, Il a bien mangé. oui, mais d'autres ont bien mangé aussi. Et donc, il y a, moi, je pense que ça, c'est la part de l'inné. Dans l'acquis, il y a quelque chose
Alors, il y a beaucoup de choses et qui font peut-être aussi la différence. D'une part, enfin, il faut comprendre une chose. C'est un juif d'Algérie. Les juifs d'Algérie sont différents des juifs du Maroc et des juifs de Tunisie. Parce que c'est le Maghreb, hein, on dit voilà, c'est un tout. C'est pas un tout. Les juifs du Maroc sont des sujets du roi du Maroc. Les juifs d'Algérie sont français, naturalisés par un décret de 1871, le décret Crémieux. Et Nakash, comme la plupart des autres, a été élevé dans le culte, dans un double culte. D'abord le culte des valeurs du judaïsme, c'est-à-dire un certain nombre d'altruisme, de souci de l'autre, etc., de la transmission. Vous savez, en général, on dit que le judaïsme, la religion juive repose sur trois piliers: recevoir, célébrer, transmettre. Recevoir de ses parents un héritage, de sa famille un héritage spirituel et moral. Célébrer, c'est-à-dire par la prière, par la louange de Dieu, etc. Transmettre, transmettre à ses propres enfants. Bon, ça c'est la première chose dans laquelle il a été élevé par son père. Et la deuxième chose que son père lui a transmise, qui est essentielle, c'est un culte absolu de la République française, presque jacobin. C'est-à-dire que la République, c'est aussi important que le bon Dieu. Donc il faut la défendre et il faut l'honorer. Cette envie de gagner, c'est aussi une envie de gagner pour la France. Ça compte énormément. Et ça, chez lui, ça restera jusqu'au bout. Donc, vous allez me dire, c'est aussi le cas d'autres champions français, oui. Mais chez lui, il y a aussi le fait que il a vécu en Algérie et ensuite en arrivant en métropole, à Paris, au début des années 30, il a subi et vécu l'antisémitisme. Et donc, il y a toujours aussi, ce qui est très commun à beaucoup de juifs en France, cette volonté de toujours faire un peu plus pour se faire accepter. Parce que on en demande toujours un peu plus à ceux qu'on méprise, etc. Donc, ils en font un peu plus que les autres pour se faire accepter. Donc, le mélange de tout ça, plus l'inné et l'acquis, L'adversité aussi et l'adversité, de l'enfant. bien sûr, la volonté de ne pas subir. Et puis, il y a un précepte dans le judaïsme qui dit et qui vaut pour tout le monde. Un père de famille doit transmettre à ses enfants le bout de la nage, de la natation. Il faut apprendre à ses enfants à nager. Pourquoi? Parce que quand on sait nager, très jeune, très petit, quand on sait nager, on peut gouverner sa vie. Quand on sait nager, on peut aller à contre-courant. Si on ne sait pas nager, on est désorienté. Si on sait nager, eh bien on saura par la suite se diriger, diriger sa vie, la gouverner, et parfois nager à contre-courant, parfois nager dans le bon sens, dans le mot. Voilà, c'est quelque chose de moral. C'est pas que physique, c'est quelque chose de moral. Et donc ça, c'est aussi très important. Donc voilà, c'est le mélange de tout ça. Merci beaucoup pour cet enseignement. Voilà, ils sont remontés à chaque C'est